Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 de Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV. Salut Laurent, comment vas-tu? Bien, bonjour à tous. Prêt pour une nouvelle session. Magnifique. Et aujourd'hui, on va parler du coût d'un technicien. Combien ça coûte un technicien? Parce que moi, dans mon SAV, ça me coûte de l'argent, ça rapporte rien. Exactement comme les techniciens. Combien coûte un technicien? Il y a plusieurs façons de regarder les coûts de nos équipes d'une manière générale, soit dans le SAV ou ailleurs d'ailleurs. Ce qui est particulier dans le SAV, c'est que normalement ce temps-là est tout ou partie facturé à des clients, sous une forme ou sous une autre. La question est souvent ramenée à la question salariale, c'est-à-dire qu'un technicien va me coûter son salaire, ses charges, son outillage, tout ce dont il a besoin pour travailler, de l'informatique, des outils techniques, des outils de diagnostic éventuels, son véhicule, les frais de déplacement, son carburant, éventuellement les frais d'avion ou de train s'il voyage, s'il y a du grand export, etc. Donc ça, on va dire, c'est toute la partie charge très liée à la productivité de ses actions. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Dans la réalité, ce que coûte un technicien, ce sont beaucoup d'à côté, comme par exemple le fait d'en avoir suffisamment ou pas suffisamment. Le fait d'avoir des techniciens qui soient réellement expérimentés ou pas expérimentés. Donc les coûts éventuellement de monter en compétences. Le fait que euh, mon équipe soit suffisamment dimensionnée ou pas, par exemple, on va en prendre un ou deux, c'est que si j'ai insuffisamment de techniciens, ce qui est plutôt le cas, on est plutôt en pénurie en ce moment, c'est plutôt difficile d'avoir des équipes de la bonne taille, eh bien ce sont tout un tas de services que je ne fais pas, ou que je fais avec du délai. Donc ce sont des clients qui sont peu ou pas satisfaits parce que ma activité n'est pas forcément la bonne. Ça va être le fait que s'ils ne sont pas suffisamment formés, si je prends des techniciens trop jeunes, par exemple, alors que j'en ai besoin, j'ai besoin d'équipes jeunes, mais j'ai besoin que cette équipe jeune soit encadrée par une équipe plus ancienne, de manière à ce qu'il y ait de la montée en compétences, qu'il y ait de la progression. Si je n'ai que des très jeunes, très peu expérimentés, eh bien, je vais avoir un temps de montée en compétences qui, en général, est de 6 à 18 mois, peut-être plus pour certaines activités, et donc, pendant toute cette période-là, eh bien, mon équipe n'est pas ultra performante, les dossiers ne sont pas forcément traités du premier coup, et la perception que mes clients vont avoir va pas être très très bonne, puisque il est normal qu'un client dise moi, tu es le SAV, j'ai besoin que tu sois extrêmement compétent, hein. Sinon je ne fais pas appel à toi, je me débrouille tout seul. Alors en fait, tu parles de coûts indirects et coûts directs, c'est ça? Exactement. Exactement, et on a tendance à regarder un peu trop les coûts directs et un peu moins les coûts indirects, qui sont souvent beaucoup plus importants en fait. C'est sûr que dans le SAV, la principale charge, c'est la masse salariale, puisque le SAV, c'est d'abord des humains qui vont parler à d'autres humains pour essayer de résoudre certains problèmes ou améliorer la façon de procéder, la façon d'exploiter un équipement. Donc évidemment, la masse salariale est importante et chaque entreprise en général y fait très attention. Euh, mais il y a beaucoup plus d'impact indirect que d'impact direct. Alors, je vais essayer de prendre deux exemples. La façon dont on paye un technicien. Très généralement, il y a un fixe et parfois il y a un petit bout de variable vis-à-vis de certains critères de performance. Parfois, mais c'est très rare. En général, c'est un fixe. Il va y avoir quelques petits bonus s'il y a des longs déplacements, s'il y a des déplacements à l'étranger, des petites choses comme ça. Ça, c'est pour le technicien. Quand on regarde l'activité d'un commercial, un commercial, c'est en général un fixe et un variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Et c'est considéré que le technicien n'a pas de valeur commerciale finalement. C'est-à-dire finalement, les clients ne viennent que par les commerciaux. On a abordé ça déjà dans un épisode. Et on sait bien qu'en fait, les techniciens ont un rôle commercial très important. Pourquoi alors leur rémunération ne contient pas une part variable qui soit aussi annexée aux services vendus? Le fait de vendre plus de pièces, le fait de vendre plus de contrats, le fait de contribuer à la vente de prochaines machines, de prochains équipements. Il n'y a aucune raison intellectuelle que ce ne soit pas fait, si ce n'est des us et coutumes, de la culture, des habitudes, de l'historique, mais aucune raison
logique de performance et de productivité. Donc, à mon avis, il y a un regard à poser là-dessus et à se réinterroger. Donc ça, c'est un premier exemple pour dire, bah, OK, mais en fait, j'ai des coûts que j'ai cherché peut-être d'une certaine façon à optimiser en maîtrisant des coûts fixes, mais sans regarder comment ces coûts ont un impact sur mon développement, sur la façon dont finalement j'encourage, je soutiens ou pas mon développement. Deuxième aspect, pour regarder peut-être sur des coûts plus indirects, si mon équipe technique n'est pas suffisamment formée, suffisamment outillée et donc suffisamment réactive et suffisamment professionnelle dans ce qu'elle fait, non pas par manque de volonté, mais par manque de moyens. Si mon équipe met un temps infini à monter en compétences parce que tous les 6 mois, tous les 9 mois, je change de personne parce que je ne les manage pas forcément super bien, parce que les conditions de travail sont pas les meilleures, parce que je ne leur permets pas de se développer, de continuer à apprendre des choses, je vais donc avoir un turnover. Ce turnover et donc cette absence de compétences très expérimentées, très rapides, va faire que ma réputation va se dégrader, que mon taux de litige va augmenter, qu'un certain nombre de clients vont se détourner de moi pour résoudre leurs problèmes, donc vont soit essayer de faire tout seul, soit trouver quelqu'un localement qui va peut-être pouvoir les aider. Euh, et bien tout ça, tout se forme un package d'euros, centaines, milliers d'euros, selon la taille de mon entreprise, qui vont peser très lourdement sur ma rentabilité finale. Et tous ces coûts-là ne sont pas forcément parfaitement tracés parce que si j'ai une logique de SAV mal nécessaire, mon tableau de bord est très léger, voire inexistant, donc j'ai un suivi qui est insuffisant. Donc, coût direct, coût indirect, la question est à regarder de très très près. Est-ce que toi, qui es expert SAV, tu as une moyenne d'un coût direct d'un technicien en termes de salaire? Euh, la masse salariale du SAV par rapport à la masse salariale de l'entreprise, par exemple, euh, va dépendre uniquement de ma stratégie de développement. C'est-à-dire que si ma stratégie de développement, c'est de vendre des machines, de vendre des équipements et de faire un peu de SAV parce que j'en suis un peu contraint, évidemment que la masse salariale du SAV sera toujours trop importante. Si je la vois que comme un centre de coût, on peut mettre n'importe quelle proportion, ce sera toujours trop. La question, en fait, c'est quelle est réellement ma stratégie de développement service. Si les services font partie de ma rentabilité recherchée, que c'est dans mon comité de direction, on a parfaitement intégré que nous devons développer des services, nous devons développer des formes de prestations récurrentes, que ce soit des contrats ou autres, que nous devons évidemment développer de la vente de pièces de rechange, euh, eh bien, à ce moment-là, la proportion ne dépend que de la proportion que va représenter le chiffre d'affaires du SAV dans mon chiffre d'affaires global. Cette proportion, si je l'optimise, peut monter jusqu'à 50-70% de mon chiffre d'affaires global. Le SAV peut peser ça. Et donc, du coup, la relativité des coûts associés va être proportionnelle. Et si j'estime que le SAV doit représenter 10% de mon chiffre d'affaires, en général, la masse salariale va à peu près représenter aussi 10% dans ces eaux-là, à quelque chose près. Si j'estime que c'est 50%, je vais pouvoir investir plus. Et donc à la fois en masse salariale et en moyens pour réaliser ce développement. Donc il n'y a pas de chiffre, de bons et de mauvais chiffres. Okay. Euh, on peut avoir un ratio, si je peux donner éventuellement un ratio, c'est entre les personnes que je facture directement et les personnes que je ne facture pas. Alors on dit les productifs et les improductifs, mais j'aime pas trop ce terme. Les gens ne sont pas improductifs dans la réalité, c'est juste que leur temps n'est pas facturé directement. Donc entre les personnes que je facture et les personnes que je facture pas, la proportion doit être de 10 à 30% à peu près de personnes que je ne facture pas. C'est juste sur l'activité SAV. Si je dépasse cette proportion, il faut se questionner, il faut se demander pourquoi. Et qu'est-ce qui fait que? Parce que mécaniquement, la masse va être un peu lourde à rentabiliser. Mais là encore une fois, il faut toujours regarder les causes et non pas se dire cet ordre de grandeur ne va pas, je dois absolument tout changer. C'est vraiment quelles sont les causes associées et est-ce que c'est en phase avec ma stratégie de développement. Attends, tu peux préciser, t'as dit 10-30% que tu factures pas. Explique un peu plus parce que là tu m'as perdu. Oui, pardon, je vais peut-être aller un peu vite. Effectivement, c'est que alors je vais reprendre la terminologie productif et improductif puisque ça parle en général à peu près à tout le monde. C'est que la masse des improductifs dans le SAV ne doit pas dépasser 10 à 30% de la masse globale salariale.
OK? Donc si j'ai plus de 30% d'improductifs dans mon service, il faut que je me pose des questions. En général, je pallie à certains défauts. OK? Pourquoi je mets plus de personnes que je ne facture pas? Ou alors, c'est que je ne facture pas assez de personnes. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gratuités qui sont cachées dans mon service et donc c'est fait par des personnes dont le temps n'est pas facturé. Ouais, c'est un sujet sensible là. Qui est-ce que tu appelles des improductifs? Alors bien sûr, sans, comme tu dis, ils sont pas Oui. improductifs, mais Non. c'est pas des choses qui vont rapporter de l'argent à ton entreprise, c'est ça, si je comprends bien? Enfin, Alors pas pas directement. directement. Voilà. C'est pas un temps qui est facturé directement à un client, comme un technicien itinérant, par exemple. Hmm. Je vais, par exemple, avoir des personnes au support téléphonique qui vont répondre aux clients et dont le temps ne sera jamais facturé ou partiellement facturé. Eh bien, à cette D'accord. personne-là, si le temps n'est pas facturé, je dois me poser la question de pourquoi ce temps n'est pas facturé. Ça ne veut pas dire, attention raccourci, que chaque personne qui va appeler mon service client doit payer quelque chose. C'est plutôt comment je valorise ce qui est donné par ces personnes-là. Ok, ces personnes-là ont énormément de valeur. Elles aident à résoudre des problèmes, elles aident à améliorer l'utilisation, elles aident parfois à dépanner à distance. Et bien, ce temps a énormément de valeur. Ce qu'elles font a énormément de valeur. Donc, ça doit se retrouver à un moment donné dans une facturation. Et ça, c'est peut-être un sujet Intéressant. qu'on pourra développer parce qu'il y a un cours à part entière juste là-dessus. Du coup, pour trouver ce ratio, ouais, il faut regarder ce genre de poste que tu as au sein de ton entreprise Oui, qui ne génère pas une facture de OK, tu as passé 2 heures avec les clients, c'est 2 fois 90 euros de l'heure, une facture. voilà. Tout ce que tu factures pas par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle de l'improductif et du coup, ton ratio, il doit pas être plus de 30%, c'est ça? C'est ça. La proportion, c'est 10 à 30% selon la taille de l'emboutique, selon Hmm. l'activité qu'elle mène. D'accord. Ouais, moi, j'en ai un de coup super indirect dont je parlais la semaine dernière, mais je me suis pas rendu compte que c'était ça, parce qu'on n'avait jamais discuté avant, et qui est super simple et qui touche à mon activité. Moi, je fais des vidéos tutoriels dans le domaine du service après-vente, et je dis toujours que ça permet de répondre aux questions basiques. Et souvent, dans mon domaine, on voit que bah, nos techniciens, moi je l'ai été, on passe des fois 10, 15 fois par jour à répondre au téléphone, ça dure que 10 minutes, mais on fait ça tous les jours, toute l'année, et si on accumule ça et qu'on met 10 techniciens, enfin moi j'avais calculé très grossièrement que ça représentait presque 400 000 euros de temps non facturé, et donc ça c'est un coût indirect que tout le monde traite, et personne ne le mesure, t'en as déjà entendu un peu parler, je suppose. Oui, bien sûr. Bien sûr, les temps masqués, en fait, que représente ce que tu décris, le temps qu'un technicien va passer au téléphone à discuter avec un client pour résoudre un petit truc, une petite babiole, le temps qu'il va passer à travailler avec un autre technicien de l'entreprise pour lui donner un coup de main, le Mhm. soutenir sur une difficulté qu'il a rencontrée, le temps qu'il va le passer avec l'administratif, parce qu'il y a des questions de remontée d'informations, de recherche d'informations, ou avec le magasin pour trouver une pièce et trouver la bonne référence d'une pièce parce que la doc n'est pas à jour, ou parce que la référence qui est donnée en fait a changé, ou parce que, enfin, il y a tellement de raisons. Donc tous ces temps-là, ça représente une grosse masse, et comme tu le dis très bien, c'est des petits temps. C'est 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, 3 minutes par-là, 7 minutes par-là. Et à la fin, multiplié par le nombre de techniciens, ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est tout à fait exact. La difficulté, il y a deux difficultés qui sont majeures et associées à ce point. Un, c'est que ces temps ne sont pas évalués, ils ne sont pas mesurés, pour deux raisons. Soit parce qu'on n'en a pas conscience, soit parce que quand on essaie de le mesurer, il y a une peur liée au flicage. Souvent, c'est amené comme un outil de contrôle, et donc les salariés, les techniciens ont l'impression qu'on cherche à les fliquer. Donc, et malheureusement, c'est parfois le cas. Mais c'est pas l'objectif, en fait. Ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif, c'est pas de fliquer ses équipes, c'est de mesurer tous les temps. On a besoin de savoir où vont les temps passés de nos équipes. Parce que si on ne le sait pas, on est incapable de prendre des décisions, on est incapable de savoir comment on va se rémunérer, comment on va trouver de la valorisation et donc de la monétarisation à la fin. Euh, donc pour faire ça, il y a plusieurs moyens. Il y a le déclaratif, et il y a les techniciens qui notent sur un certain nombre de fiches, de documents, ou parfois dans un outil logiciel, les temps qu'ils passent. Mais le frein principal qui est derrière, c'est comment je canalise la prise de contact de mes clients. Est-ce que mes clients appellent un numéro SAV centralisé, ou est-ce que mes clients peuvent appeler chacun de mes techniciens quand ils veulent, comme ils veulent? En général, on déconseille fortement de donner le numéro de téléphone portable d'un technicien à un client.
Mais on ne peut pas l'empêcher parce que copinage, à un moment donné, on s'aime bien, on se connaît depuis longtemps. Bon, bah écoute, c'est mieux si je peux t'appeler pour. Et il y a toujours une bonne raison pour que je t'appelle directement sur portable. Toujours. Et parfois, c'est très compliqué pour le technicien de dire, mais non, pas dans ce cas-là. Il y a toujours des exceptions. Donc, il y a vraiment à avoir une stratégie très très claire de les clients appellent qui et comment. Comment on s'assure que ce soit fait, comment on tient la rampe, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé que c'était ce numéro-là central que les clients devaient appeler, eh bien, tout le monde doit s'y tenir, tout le monde doit renvoyer à ce numéro-là et ne pas accepter les exceptions. Et puis, comment on répond à ce numéro-là? Parce que si ce numéro-là est injoignable, ok, si on ne l'a pas dimensionné de la bonne manière, bah, les clients vont aller vers le chemin le plus simple, ils vont rappeler les numéros qu'ils ont, donc le numéro de portable du technicien. Et le deuxième élément qui est très embêtant dans ces appels directs, c'est qu'on perd énormément d'informations. Parce que le technicien va donner un petit bout de ceci, un petit bout de cela, et c'est tracé nulle part. C'est dans sa tête, voire dans sa tête pendant quelques minutes, et puis ça va disparaître parce qu'il est en train de faire autre chose. Donc, c'est tracé nulle part. Et ensuite, quand un client va revenir vers nous en disant oui, mais j'ai eu un tel ou j'ai eu un tel, bah, l'information est perdue. On n'a pas de certitude, on n'a pas de traçabilité d'exactement de ce qui a été dit, enfin des éléments clés qui ont été dits. Et donc tout ça, ça détruit la qualité du service. À la fin, on n'offre pas une qualité de service qui sera à la hauteur. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet à la fois de traçabilité et à la fois de suivi des coûts. Un élément de réponse, il n'y a pas de recette miracle, mais un élément de réponse, c'est que ce temps-là doit être valorisé. La façon de le faire, ce n'est pas forcément de compter les minutes et de facturer chaque minute, mais c'est de forfaitiser des packages et de les intégrer dans des prestations. Okay? Qu'il y ait un temps de support et d'échange qui soit systématiquement intégré dans une proposition de contrat, par exemple. Super intéressant. J'adore parce qu'à chaque fois on part d'une question qui me paraît super basique et tu ouvres un livre avec 50 couches là. T'as des conseils ou des techniques pour déterminer le salaire des techniciens qu'on veut embaucher ou alors qu'on a déjà dans notre entreprise? Alors, des techniques, ça serait intéressant. Je mène régulièrement des études sur les niveaux de salaire et je le fais notamment spécifiquement pour certains clients qui veulent toujours être très à jour des niveaux de salaire selon la catégorie de technicien, selon le secteur, etc. Donc, bon, j'ai des tableaux, j'ai tout un tas de tableaux avec tout un tas de salaires. En moyenne, on va dire que le salaire médian à peu près d'un technicien est aux alentours de 35 000 euros brut par an. C'est à peu près ça en moyenne. Évidemment que ça dépend de l'expertise. Ça peut monter pour un directeur SRV expérimenté avec une grande équipe jusqu'à plus de 100 000 euros hein, euh, Mhm. en salaire net. Donc, c'est très variable. C'est très variable d'un secteur à l'autre. Il n'y a pas de règle spécifique de calcul parce que, en fait, c'est plutôt les conventions collectives, c'est plutôt le cadre légal qui va fixer un niveau de salaire. Donc là aussi, selon qu'on dépend de la métallurgie ou qu'on dépend d'une autre convention collective, ça va orienter des niveaux de salaire selon le grade okay, et les missions et les responsabilités confiées. Ce que j'observe, c'est que on va dire que les techniciens peu expérimentés qui arrivent sur le marché, qui sortent en gros de formation, vont se situer entre 24 et 30 000 euros de revenus en moyenne. C'est vraiment une moyenne. Il y a des écarts qui peuvent être très significatifs. Euh, en médian sur un technicien aux alentours de 5 ans, entre 5 et 10 ans d'expérience, on va tourner entre 30 et 45 000 euros à peu près, selon les secteurs. Et puis plus l'expérience est grande et plus ça peut monter. Après, on va plafonner, ça va switcher au niveau des responsabilités. Souvent, le moyen d'augmenter sa rémunération, c'est soit de partir à l'export, dans une entreprise qui ramène à l'export parce qu'il y a beaucoup de primes qui sont associées, soit de prendre de la responsabilité d'équipe, donc devenir un chef d'équipe, un chef d'atelier, un responsable d'équipe d'intervention, un responsable SAV, voire un directeur SAV. C'est ça le chemin en général. Et tu parlais tout à l'heure de pourcentage du chiffre d'affaires. Il y a aussi des ratios à trouver là-dedans ou c'est juste des stratégies à mettre en place selon ce que tu veux faire de ton SAV? C'est vraiment lié à la stratégie. Donner des pourcentages, on pourrait, parce qu'il y a quelques éléments parfois qui sont un peu saillants, mais c'est pas très parlant. Dans la réalité, c'est vraiment une question d'investissement.
C'est-à-dire que si je choisis que le service fait partie de ma stratégie, que la croissance de l'entreprise va reposer sur mon activité de service, ce dont je conseille fortement, parce que c'est plus sur les équipements aujourd'hui qu'on dégage réellement de la marge, même s'il faut continuer à défendre ces marges, bien sûr, et c'est pas là-dessus qu'on va développer de la marge, c'est vraiment sur les services associés à nos équipements, et donc ça doit faire partie de la stratégie, et donc on va décider d'un niveau d'investissement en fonction du retour sur investissement qu'on va projeter. Et donc, donner des ratios, ça serait poser un peu des limites, en fait. Ça pose des limites dans la tête. Et il faut surtout pas faire ça, Hmm. en fait. C'est vraiment le penser comme un investissement. Si j'investis, je vais prendre un exemple très concret, pardon. Lorsque je décide de monter une équipe commerciale, je vais choisir sur un secteur donné, je vais estimer qu'un commercial peut gérer un certain nombre de clients, va pouvoir donc développer un certain volume de chiffre d'affaires, et donc je vais créer un ratio volume de chiffre d'affaires égale un commercial sur un secteur donné. En fonction de ça, je vais décider donc du nombre de commerciaux que je vais avoir par rapport au chiffre d'affaires final que je cherche à atteindre. Pour les techniciens, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas similaire. De se dire, non pas, j'ai tant de machines sur un secteur, donc je risque d'avoir telle proportion de panne, de préventive, d'installation à faire. Donc ça va déterminer un volume, un nombre de techniciens. C'est un regard, le regard centre de coût. C'est aussi, bien sûr que je vais tenir compte de cette première partie, mais je vais y ajouter, grâce au fait que ce technicien ait un certain volume d'heures disponible pour euh, donner du conseil, pour pouvoir retourner voir certains clients et augmenter la façon dont ils exploitent le matériel, leur donner, améliorer les processus avec eux, gagner en performance, monter les opérateurs ou les conducteurs en capacité à faire, aider leurs équipes à gérer un premier niveau de maintenance pour avoir une meilleure réactivité, les aider à réfléchir sur avec le commercial vente pièces, comment ils peuvent avoir le meilleur stock disponible pour ne jamais être en panne au mauvais moment, etc. Toute cette partie conseil, en fait, qui est très importante et qui permet de faire des ventes, à condition que j'ai conçu quelques prestations récurrentes. Alors, je vais dire contrat pour faire simple, mais c'est pas forcément que des contrats. Mais j'ai conçu des prestations récurrentes que mes techniciens vont pouvoir valoriser, mettre en avant. Si je leur donne pas du temps pour le faire, si je veux absolument qu'ils soient tout le temps en train de dépanner, réparer, installer, eh bien, mon développement va pas se faire de la même manière. Et donc, je vais pas considérer que j'ai besoin d'en avoir peut-être 2, 3, 4, 5 de plus pour que tout ne soit pas chargé à bloc. Donc, c'est vraiment une question de stratégie. C'est vraiment une question de comment j'ai envie de développer mon SAV ou pas. Tout est défini là. Donc, j'évite de donner des ratios parce que je trouve que c'est enfermant et que justement, le SAV doit s'ouvrir. La stratégie SAV doit être la plus ouverte possible. Super. Pardon. Et dans quel secteur ça gagne le plus un technicien? Ah, c'est une question intéressante. Dans quel secteur un technicien gagne le plus? Alors, si je regarde mes tableaux et les différents secteurs que j'ai, on va dire que plus la technologie est pointue, plus le salaire est élevé. Si on regarde les métiers de l'informatique, alors et encore plus du biomédical, là les salaires peuvent être relativement élevés parce que les technologies sont vraiment très pointues et sur ces marchés-là, on accepte de payer des niveaux de service très élevés. Okay, les deux sont liés, hein. Il y a aussi le prix marché qui fait que on peut payer plus évidemment ces équipes. Mais c'est pas si limité que ça. C'est-à-dire que par exemple, j'ai quelques clients dans le milieu du forage. Dans le milieu du forage, un technicien doit à la fois avoir les connaissances de la machine, mais il doit aussi avoir des connaissances géologiques, parce que la machine ne va pas se comporter de la même manière selon le terrain. Euh, donc, on a bien un niveau d'expertise un peu plus grand que simplement de la technique, et là, les rémunérations sont plus intéressantes, sont plus élevées. Euh, un secteur comme par exemple la machine d'emballage, dans la machine d'emballage, si ces machines sont vendues énormément à l'export, il va donc y avoir beaucoup de déplacements export. Et donc ça aussi, c'est très bien valorisé. Et donc le salaire va être aussi assez élevé. Donc
il n'y a pas une règle simple en tant que telle. Il y a des tendances, plus la technologie est complexe, plus elle est high-tech, plus le niveau de salaire suit. Plus évidemment, je vais avoir de responsabilités, donc c'est là où rentre par exemple la question de l'export. Et quand je parle d'export, je suis dans une très grande autonomie, j'ai beaucoup de responsabilités à gérer. Donc là aussi, la rémunération va être plus élevée. Donc je dirais, aujourd'hui, c'est une anomalie que les techniciens SAV ne soient pas aussi bien payés que les commerciaux. C'est une anomalie. C'est pas une normalité. La normalité, c'est ce qu'on accepte collectivement, hein. Mais c'est une anomalie. Je ramène ça à la stratégie très souvent, hein. Mais si j'ai posé une stratégie service qui vise le développement, la question du salaire ne sera que liée à ma capacité à générer de la marge. Donc, si j'ai bien pensé ma marge, je pourrais bien rémunérer mes équipes indépendamment du marché sur lequel je suis. Et donc, je pourrais décider d'être plutôt un leader en termes de salaire qu'un suiveur. Beau sujet, là, beau sujet. Et pour finir, il y a pas longtemps, moi, je discutais avec un concessionnaire, donc dans le domaine du matériel agricole, et il me disait, lui, que pour ses techniciens, il avait des primes. Si sur un boulot qui mettait 5 heures, on va dire, de temps standard, il arrivait à le faire en 4 heures, bah, il y avait 7 heures donc de main-d'œuvre à 80 € de l'heure, par exemple, qui rentrait dans sa cagnotte, et sa cagnotte, il pouvait s'en servir comme il voulait, quand il voulait, et elle s'additionnait au fil des années. T'as d'autres exemples de primes? Parce que moi, j'ai 13 ans de SAV dans les pattes, et je n'ai jamais vu ça pour un technicien dans mon domaine. Des petits exemples à partager qu'on pourrait mettre en place? Le marché est plein de fausses bonnes idées. Je m'explique. Euh, on se dit, la productivité de mes équipes, plus elle sera renforcée, plus ma marge va être intéressante, ce qui est vrai, bien sûr. Simplement, euh, plutôt que d'autonomiser les équipes, on a tendance à les restreindre dans un cadre précis. Je m'explique. Quand je pose une prime, je vais chercher de la motivation externe, pas de la motivation interne. Je dis, voilà, je fixe cet objectif. Si tu atteins cet objectif, eh bien, c'est parfait. Si tu le dépasses, je te donne un peu plus. Si tu le dépasses pas, si tu es en dessous, bah, la prime saute. C'est intéressant sur le court terme. Ça permet à court terme de corriger des anomalies où, en fait, effectivement, pourquoi, quand j'ai un très bon élément qui performe mieux que les autres, pourquoi il n'y aurait pas un bonus? Ça semble assez logique. Sauf que ça, c'est à long terme, ça marche pas du tout. Parce que quand on définit un temps, ce temps, souvent, alors je vais prendre le cas d'une concession. Dans le cas d'une concession, le temps est défini par le constructeur. Le temps du constructeur est rarement large. Il est en général extrêmement serré. Pourquoi? Parce que le temps du constructeur sert aussi à financer la garantie, à dire je te paye tant pour la garantie. Donc le constructeur a quand même intérêt à ce que le temps soit le plus serré possible. Sauf que quand les techniciens vont sur site, ils ont tout un tas de contextes différents. Et il y a quelques contextes où ils arrivent à approcher ce temps, et puis il y a des contextes où c'est juste impossible. Parce qu'il y a des difficultés annexes, il y a des questions d'intempéries parfois, il y a des questions de difficultés d'accès à la machine, il y a des contextes où les pannes, en fait, ben, c'est pas une panne, c'est une succession de pannes. Il y a des contextes de pannes aléatoires dont les causes sont difficiles à estimer et à retrouver. Et donc, il y a des questions de compétences. Chaque technicien n'a pas exactement les mêmes compétences, n'a pas exactement les mêmes facilités. Donc, il y en a un qui va passer un petit peu plus de temps à chercher à certains endroits, moins à d'autres. Enfin, toute cette complexité-là fait que la notion de temps, bien sûr qu'avoir des cadres de référence, de dire, OK, normalement, ça prend à peu près tant. Mais ça reste des à peu près. C'est pas un temps à la minute. Et donc, si je pose une prime dessus, là, je suis à la minute. Je dois regarder de manière très précise. Sinon, ma prime, elle n'a plus de sens. Donc, je ne tiens plus compte de cette réalité contextuelle que rencontrent tous les techniciens sur site, qui fait que ça va être différent d'un cas à un autre. C'est facile quand je suis sur des machines simples, que j'ai des interventions qui sont extrêmement standardisées, que et que donc la notion de temps peut vraiment être posée. Donc, c'est à regarder toujours un peu au cas par cas. Selon le contexte, je vais plus ou moins pouvoir le faire, ce sera plus ou moins une bonne idée. Ce que je dis là derrière, surtout en fond, c'est que c'est intéressant sur du court terme. Sur du long terme, c'est beaucoup moins intéressant. Le long terme, pour moi, c'est quel chemin
quel parcours je vais proposer à mes équipes pour les responsabiliser, les autonomiser et faire en sorte qu'en fait, elles ne soient plus rémunérées sur les minutes qu'elles vont gagner à faire quelque chose, mais plutôt le chiffre d'affaires complémentaire qu'elles vont permettre de générer. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, c'est mécaniquement un technicien qui devient un peu un commercial. Alors, pas un commercial, J'ai faut dit le vite gros dire. mot. Là, je sens que la communauté des techniciens risque de bondir un peu en disant nous ne sommes pas des commerciaux et c'est une réalité, bien sûr. Et puis en plus, il est important qu'un technicien garde son statut de technicien puisque c'est ce qui le rend, un, légitime et deux, personne de confiance. Quand il va donner un conseil, c'est pas le conseil d'un commercial qui veut vendre, c'est le commercial d'un technicien qui sait de quoi il parle dans un contexte donné, sur une problématique donnée. Euh, ce que, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que bien sûr que les techniciens ont un rôle de conseil en fait qui est juste phénoménal. Et ce rôle de conseil a une valeur commerciale. Et c'est plutôt comme ça que je le regarde. C'est-à-dire que pour moi, les techniciens sont des super vendeurs, à la condition de rester à leur place de conseil, c'est-à-dire d'amener la vente par le conseil, d'amener du chiffre d'affaires supplémentaire et donc de la marge par le conseil. La productivité est un sujet, les aider à gagner en productivité, c'est une chose. Avoir des formes de primes, d'incentives là-dessus, c'est intéressant à condition de tenir compte du contexte. Mais c'est encore plus intéressant de leur trouver des mécaniques de bonification sur les ventes qui vont être issues de leur capacité de conseil. C'est beaucoup plus Mm. intéressant. C'est vrai que c'est super intéressant, c'est ce que j'écrivais l'autre jour dans un post LinkedIn, c'est que tu peux être un bon commercial, mais c'est pas ça qu'il faut te dire, c'est que tu vas chez le client et tu vois que tiens, il a plus de graisse, tu dis, bah, tu sais que nous on vend de la graisse, on t'en met combien, tu vois, ou tu interviens sur un tracteur et tu vois qu'il approche les 500 heures, ça va être la vidange de l'huile moteur. Ah tiens, faudrait peut-être faire, là tu vas arriver à mon avis, t'as dit que t'allais semer, donc à mon avis semaine prochaine faudra faire l'entretien, tu peux nous l'amener à la concession. Et en fait, mine de rien, tu lui files des conseils, des bons conseils quoi. Alors là, c'est peut-être des exemples basiques, les gens ils vont me dire non mais tu connais rien, mais je sais pas, les pneumatiques usés. Oh, tes pneus ils sont drôlement usés, ou alors ils sont pas à la bonne pression, peut-être qu'il faudrait changer les pneus, ou je sais pas, on a une formation sur la pression pneumatique, et mine de rien, ouais, t'apportes ton savoir de technicien expert, pas en vendant on va dire des babioles, mais en vendant du conseil qui apporte une plus-value sur la production du client, quoi. Oui. Ouais, en fait, pour rebondir là sur ce que tu dis, il y a deux choses un peu différentes. La première des choses, c'est que euh, le, un technicien, quand il propose quelque chose à un client, en général, en très très grande majorité, il a dans son esprit la logique de dire, c'est pour que le client utilise mieux, pour que le client ait un peu mieux de performance par rapport à ce qu'il attend. Donc ce regard-là fait la pertinence du conseil et fait la valeur de ce conseil. Donc oui, quand ces choses-là sont dites, mécaniquement, il va y avoir du chiffre d'affaires supplémentaire. En revanche, il y a des questions de forme. Tous les techniciens ne savent pas forcément bien le dire de la bonne manière. Et là, j'ai deux, trois exemples. Euh, je vais donner un premier exemple positif. Je vais faire le lien avec le graissage dont tu parlais, par exemple. Je suis technicien, je vais régulièrement chez un client, il y a on va dire des petites lignes de production. Et quand je discute avec les utilisateurs, les opérateurs, ils me disent, ah là là, je suis à ces endroits-là, tiens, faut souvent mettre un petit coup de graisse, hein, quand même, une fois, deux fois. Alors, 3 fois par jour, je mets un petit coup de graisse. Je vois ça chez plusieurs clients. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, technicien, de remonter cette information, mais non pas en disant, ben, les clients se plaignent de graisser trop souvent, mais de dire, comme les clients se plaignent de graisser trop souvent, ne serait-il pas pertinent de développer un petit système de graissage automatique qu'on pourrait installer à cet endroit-là, qui fait que l'opérateur n'aurait plus à le faire. Donc, en observant le terrain, je remonte une information qui permet de modifier une machine et qui va amener un meilleur service au client. Premier aspect. Deuxième aspect, je vais chez des clients et je m'aperçois que un certain nombre de clients sur un secteur donné ont un peu de mal, soit à faire le minimum de préventif qu'ils doivent faire, soit le nettoyage qu'ils doivent faire, en tout cas le minimum d'entretien qui doit être fait sur place. Et que quand ils ne le font pas, une fois, deux fois, 5 fois, ça produit telle ou telle panne.
en général, quand je suis dans mon monde technique, je le vois ça. Je vois que, bah, tiens, un tel, ça fait X fois, en plus je leur ai dit, hein, plusieurs fois, de faire l'entretien, de faire ceci, de faire cela, et ils le font pas. Et on va regarder ça comme un problème, alors qu'en fait c'est une opportunité. Le fait qu'un technicien remonte cette information-là, ça doit faire penser à l'entreprise de se dire: «OK, quelle prestation je peux proposer à mes clients?» Mais non pas pour leur dire: «Regardez, je vous en fais une de plus et je vais gagner de l'argent», mais plutôt pour dire: «Attendez, vous êtes dans votre secteur, il y a X clients que j'ai qui ne font pas ça et à cause de ça, il y a telle panne, telle panne, telle panne et cette panne, elle vous tend à chaque fois». À la fois en tant qu'intervention pour réparer, mais aussi en non-production, en perte de production. Donc, bah, plutôt que de vivre ça, moi je vous propose de ce petit bout de service qui va faire que ça n'arrivera plus. Eh bien maintenant, imaginons qu'un technicien s'aperçoive de ça et que ce service existe, il a été pensé. Je suis technicien, je vais voir mon client, il y a une grosse panne, je résous la panne et moi j'ai vu dans mes causes de cette panne que c'est une question d'entretien. Qui d'autre que le technicien à ce moment-là est le mieux placé pour dire: «Écoute, cher client, cette panne-là, elle est due à un manque d'entretien. Je vois que cet entretien, ça fait plusieurs fois qu'on n'en parle, tu as du mal à le faire. Eh bien moi, si je te propose cette prestation, elle va te coûter quelques centaines d'euros, quand l'intervention que j'ai faite va te coûter quelques milliers d'euros. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu prends une prestation à quelques centaines d'euros ou on continue à attendre que la panne arrive et tu payeras quelques milliers d'euros?» S'il tient ce langage-là, de manière un peu structurée et en ayant la forme qui va bien, bah, la probabilité qu'il transforme en vente, elle est très élevée. Et un commercial ne peut pas être présent à ce moment-là. C'est bien le technicien, à cet instant-là, qui doit savoir le faire. Là, on voit l'expérience, hein, c'est vachement bien amené et du coup, en effet, ça donne beaucoup plus envie que ce que je viens de dire. C'est le même esprit. C'est ça, mais du coup, ouais, ça a du sens. C'est bien plus facile à apporter pour le technicien qui a peur de dire justement, tiens, je veux te vendre trois cartouches de graisse. Ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. Et le technicien est bien dans son rôle de Mm. vraiment rendre service. Il est bien en train de rendre service. Et simplement, ce service, il est vraiment valorisé. Et comme il est valorisé, donc, il permet de rapporter de l'argent à l'entreprise, et même pour lui en tant que technicien, c'est hyper valorisant de voir qu'un client dit: «Bah oui, c'est vrai, tu as raison, je prends ce bout de service et tu m'enlèves une épine», dans son rôle à 100%. C'est ça. Tout le monde est content. Très bien. Super intéressant. Bel épisode, là. Ça m'a bien fait plaisir. Euh, on va faire la conclusion. D'ailleurs, au prochain épisode, on va parler des outils informatiques. Outils informatiques qui pourraient aider le technicien à rendre service, on va dire, vendre de la prestation indirectement plus facilement au client sur le champ, on va dire. On a un grand sujet. C'est ça. Allez, merci beaucoup et bonne journée à vous. Bonne journée à tous. C'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sache que c'est Laurent Mella avec sa société Service Essence qui propulse ce podcast. Service Essence propose des services pour améliorer ton SAV, des formations, du consulting et tout un tas d'outils qui pourront te faire passer un cap avec ton entreprise. À bientôt!